Les chances qu'une guerre nucléaire éclate en Europe viennent de monter en flèche. La France vient de suggérer qu'elle est prête à faire un geste qui changera la donne et qui donnera au président russe Vladimir Poutine quelque chose de nouveau à penser concernant ses armes nucléaires. Et ce n'est pas seulement la France. L'Allemagne est sur le point de devenir un élément clé d'un audacieux nouveau mouvement visant à créer un puissant parapluie nucléaire conçu pour protéger toute l'Europe. Les États-Unis sont stupéfaits. Mais que cache la France dans sa manche ? Pourquoi change-t-elle la manière dont elle utilise ses armes nucléaires ? Quel est le lien entre les États-Unis et cette nouvelle initiative audacieuse ? Les premières nouvelles des projets de la France arrivent dans un rapport du 24 février publié par The Telegraph. Il indique que la France prévoit de déployer des avions de chasse armés d'armes nucléaires sur des bases militaires allemandes pour fournir à l'Europe un bouclier nucléaire plus solide. Cette décision arrive au cœur de nombreux changements actuels en Europe. Beaucoup sur le continent sont inquiets que le président américain Donald Trump se rapproche de plus en plus du retrait des 100 000 soldats environ que son pays déploie en Europe. De grands changements sont aussi à considérer en Allemagne. Le 23 février, Friedrich Merz a gagné les élections nationales allemandes. Il est pressenti pour devenir le nouveau chancelier du pays prochainement et exhorte l'Europe à renforcer sa défense. Poutine représente une menace trop grande, selon Merz. Le reste de l'Europe doit lui montrer qu'il peut égaler sa menace. Le rapport du Télégraphe soulève plusieurs questions, notamment pourquoi la France envisage maintenant de déployer des armes nucléaires dans d'autres pays. Il y a plusieurs réponses potentielles à cette question. Premièrement, ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part. The War Zone, ou The War Zone, souligne que la France discute depuis un certain temps, avec l'Allemagne, de la possibilité de créer un parapluie nucléaire européen. Merz a aussi exprimé un fort soutien pour renforcer la dissuasion contre la Russie. Le président français Emmanuel Macron a rencontré le futur chancelier allemand avant sa réunion du 24 février avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Les détails de la discussion entre Macron et Merz restent inconnus. Il y a probablement eu des félicitations pour le nouveau chancelier allemand. Macron s'est probablement déplacé pour discuter de défense avec Merz. Merz semble le suggérer. Avant de rencontrer Macron, il a déclaré qu'il faut discuter avec les Britanniques et les Français, les deux puissances nucléaires européennes, pour voir si le partage ou au moins la sécurité nucléaire du Royaume-Uni et de la France pourrait s'appliquer à l'Allemagne. En d'autres termes, Merz est inquiet pour l'avenir de l'Allemagne. Le pays n'a pas d'armes nucléaires propres. C'est valable pour tous les pays d'Europe, sauf le Royaume-Uni et la France. L'idée de partager maintenant vise à garantir que l'Europe crée un front uni plus fort contre ce que beaucoup considèrent comme une menace russe imminente. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle la France s'apprête à faire son audacieux virage nucléaire. Elle souhaite avertir Poutine. Un responsable français anonyme a déclaré au Télégraphe que déployer quelques chasseurs nucléaires français en Allemagne serait facile et enverrait un message fort. Ce message serait adressé à Poutine en réponse directe aux nombreuses menaces nucléaires que le dirigeant russe a faites lors de son invasion de l'Ukraine. Depuis février 2022, la Russie a placé ses armes nucléaires en alerte renforcée, tout en testant et déployant de nouvelles capacités nucléaires et menaçant de reprendre les essais nucléaires, selon la Chambre des communes du Royaume-Uni. Poutine a aussi suspendu en 2023 la participation russe au traité New Strategic Arms Reduction Treaty de 2010 sur la réduction des armes stratégiques. Ce traité, que la Russie a signé conjointement avec les États-Unis, impose une limite de 1550 ogives nucléaires à Moscou. C'est 30% de moins que la limite de 2200 fixée dans le précédent traité Strategic Offensive Reduction Treaty. Il comprend aussi des restrictions sur le déploiement et l'utilisation par les États-Unis et la Russie de leurs missiles, bombardiers et lanceurs nucléaires. Pour l'instant, c'est exclu, du moins temporairement, alors que la Russie peine à vaincre l'Ukraine. La plus grande préoccupation européenne liée aux menaces nucléaires de Poutine est survenue en novembre 2024. Ce mois-ci, Poutine a signé un décret actualisant la doctrine nucléaire officielle russe. Ce décret, sans coïncidence, est arrivé immédiatement après que les États-Unis ont approuvé l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis sur le territoire russe. Parmi les modifications apportées à la doctrine russe, un langage suggérant que la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à des armes conventionnelles, qu'elle estime représenter une menace critique pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, selon l'Association pour le contrôle des armes, ou Association pour le contrôle des armes. La politique autorise aussi la Russie à utiliser ses armes nucléaires en cas d'informations fiables sur des missiles balistiques entrants
En résumé, la Russie s'autorise à utiliser l'arme nucléaire si ses adversaires emploient des armes conventionnelles sur son sol. Pire encore pour l'Europe, le langage de la nouvelle doctrine suggère que le droit à l'utilisation d'armes nucléaires s'étend aux alliés des pays qui fournissent à ses ennemis ces armes conventionnelles. Cela met presque toute l'Europe sous la menace nucléaire russe. L'Union européenne, ou UE seule, dont l'Allemagne et la France sont membres, a contribué à hauteur de presque 139 milliards de dollars en aide à l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Il y a aussi un autre 120 milliards 800 millions de dollars qui attendent d'être alloués. La plupart de ces fonds ont servi à acquérir de nouvelles armes que l'Ukraine emploie actuellement pour attaquer la Russie, en Ukraine et en territoire russe. Selon ces actions, les conditions pour activer la nouvelle doctrine nucléaire de Poutine sont déjà réunies. Le geste audacieux de la France répond directement à la rhétorique nucléaire de Poutine. La Russie possède des armes nucléaires et menace de s'en servir. Toutefois, l'Europe a les moyens d'agir sur ce front. La France rapproche ses armes nucléaires de la Russie en les déplaçant en Allemagne. Si Poutine lance une attaque nucléaire, le dernier mouvement de la France signifie que l'Europe est prête à répondre. Mais pourquoi la France choisit-elle d'envoyer ce message maintenant ? Comme mentionné précédemment, cela nous amène à la troisième raison pour laquelle la France a choisi ce moment pour agir. L'Europe pourrait bientôt ne plus pouvoir compter sur la dissuasion nucléaire américaine. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui rivalise avec la Russie en termes de puissance nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armes, les États-Unis ont des stocks de 5225 armes nucléaires. La Russie est en avance avec ses 5580 armes nucléaires. Mais les deux sont essentiellement équivalents en force destructive pure. Cela compte parce que les États-Unis ont longtemps garanti la sécurité de l'Europe en stationnant une petite collection de ces nukes sur le continent. La majorité de ces ogives sont stockées dans des bases militaires en Allemagne, qui abritent environ 100 missiles. C'est là que réside le problème pour l'Allemagne. Historiquement, elle a principalement été une menace nucléaire pour la Russie à cause de la présence américaine sur son territoire. Cette menace a été renforcée par l'adhésion de l'Amérique à l'OTAN. L'article 5 de la charte de l'OTAN signifie que chaque membre de l'organisation est tenu de venir à la défense de tout autre pays membre qui est attaqué par un autre pays. Si la Russie lançait des armes nucléaires sur l'Allemagne, la France ou une autre nation européenne, elle ferait face aux États-Unis. Des frappes de missiles nucléaires. Seulement, ce n'est plus garanti désormais. Selon Newsweek, Trump prévoit déjà de retirer 20 000 des 100 000 soldats des États-Unis. Les États-Unis ont réduit d'un cinquième leurs forces stationnées en Europe. Durant son premier mandat présidentiel, Trump a menacé à plusieurs reprises de retirer les États-Unis de l'OTAN. À l'époque, combien les pays membres de l'OTAN payaient pour leur propre défense était le grand problème de Trump. La plupart ne respectaient pas la directive de l'OTAN d'allouer 2% du produit intérieur brut aux dépenses militaires, amenant Trump à affirmer que les États-Unis finançaient principalement la défense européenne. Bien que Trump se soit rétracté sur son intention de quitter l'OTAN lors de son second mandat, ces affirmations n'étaient pas nécessairement fausses et ont dû peser sur l'esprit collectif européen. De nombreux Européens se méfient du président américain, craignant qu'il ne retire davantage de troupes américaines d'Europe, après les 20 000 premiers soldats. Si cela se produit, quel sera l'impact sur les armes nucléaires américaines, stockées en Allemagne ? Restent-elles où elles sont ? Les armes nucléaires sont sous le contrôle de l'OTAN, mais cela pourrait perdre de son importance si Trump envisage à nouveau un retrait des États-Unis de l'Alliance de défense. Le mouvement de la France choque les systèmes américains et russes. C'est la façon peu subtile de l'Europe de signifier à Trump qu'elle n'a pas besoin de lui. Les actions récentes des États-Unis ont également déclenché des alarmes chez les Européens ces dernières semaines. Le 3 février, Trump a laissé entendre qu'il pourrait suivre les tarifs de 25% qu'il impose au Mexique et au Canada, avec d'autres tarifs visant l'UE. Il a déclaré à la British Broadcasting Corporation que les tarifs de l'UE pourraient arriver rapidement, ajoutant qu'ils ne prennent ni nos voitures, ni nos produits agricoles. Ils ne prennent presque rien, et nous prenons tous d'eux. Des millions de voitures et d'immenses quantités de nourriture et de produits agricoles. Trump imposera des tarifs douaniers à l'UE pour punir l'Europe de ne pas acheter assez aux États-Unis. Il convient également de mentionner que l'UE a condamné la décision de Trump d'imposer des tarifs douaniers contre le Mexique et le Canada, et dit qu'elle réagira fermement si elle devient une cible. D'autres signes de fracture entre l'Europe et les États-Unis sont apparus le 24 février. À cette date, l'Assemblée générale des Nations unies, ou Assemblée générale des Nations unies, a proposé une résolution appelant à une résolution complète de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Les États-Unis ont rédigé leur propre résolution, intitulée Le chemin vers la paix, qui appelait également à une fin immédiate des hostilités sans attribuer de responsabilité à aucun des deux côtés pour le début du conflit. Cependant, le point clé était une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant fermement les actions de la Russie. Le vote des États-Unis contre la résolution est vu par beaucoup comme le refus de Trump de condamner l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les États-Unis ont rejoint un ensemble intéressant de pays avec cette décision. La Chine, l'Inde, l'Iran et l'Irak ont refusé de voter la résolution, qui était une vision plus modérée du conflit que celle des États-Unis. L'Amérique était l'un des 18 pays à voter contre la résolution, aux côtés de la Russie, Israël, du Soudan, de la Hongrie et de la Biélorussie. La Hongrie et la Serbie sont parmi les rares nations européennes qui refusent de condamner Poutine, probablement en raison de leurs liens étroits avec la Russie. Des menaces de retrait de l'OTAN à son refus de condamner Poutine, Trump semble envoyer un message clair à l'Europe. Il n'est pas du côté du continent, du moins pas autant que l'Europe l'attend de lui. Avec ces fractures pouvant mener au retrait des troupes et armes nucléaires américaines d'Europe, les raisons du mouvement audacieux de la France s'éclaircissent. Elle doit envoyer des armes nucléaires en Allemagne pour compenser les armes nucléaires américaines que l'Europe pourrait perdre. Évidemment, rien n'est certain. Il est possible que les États-Unis ne retirent pas leurs armes nucléaires. Toutefois, la décision française montre que de nombreux pays européens accordent de maintenant plus d'importance à leur protection, avec ou sans l'implication des États-Unis. C'est la 4e réponse à la question pourquoi maintenant. La France prévoit d'envoyer des armes nucléaires en Allemagne, car elle estime qu'il est grand temps que l'Europe commence à prendre soin d'elle-même. Macron y a fait allusion lors de son entretien avec Trump à la Maison-Blanche, le 24 février. En plus d'interrompre Trump à de nombreuses reprises pour le corriger sur diverses questions, comme combien l'Europe a collectivement dépensé en Ukraine, Macron a également appelé l'Europe à faire plus pour protéger le continent. Je suis ici après avoir discuté avec mes collègues pour affirmer que l'Europe est prête à s'engager davantage en matière de défense, de sécurité, de commerce, d'économie et d'investissement pour son continent, afin d'être un partenaire plus fort. Macron a rencontré le futur chancelier allemand Friedrich Merz avant sa conférence de presse avec Trump. Peut-être que s'engager est la manière subtile de Macron de dire que des armes nucléaires arrivent en Allemagne. Il y a d'autres signes que l'Europe se détache de sa dépendance envers les États-Unis. Les dépenses de défense en Europe sont en hausse, atteignant en moyenne 2,2% du produit intérieur brut en 2024. Plusieurs pays européens se sont déjà engagés à aller bien au-delà de cela. La Lettonie et l'Estonie visent 5% du produit intérieur brut en dépenses de défense d'ici 2025, la Pologne suivant de près, avec 4,7% du produit intérieur brut. Des suggestions indiquant que l'Europe prépare secrètement des plans pour envoyer des troupes en Ukraine à l'avenir. Il n'est pas clair si ces troupes seront une force de maintien de la paix ou une armée européenne unie conçue pour dissuader Poutine. Mais nous pouvons en déduire que l'audacieuse décision française d'envoyer des armes nucléaires en Allemagne s'inscrit dans un plan plus vaste. L'Europe se renforce. Elle doit le faire, vu la menace russe et l'imprévisibilité actuelle des États-Unis. La question est simple. Les armes nucléaires françaises seront-elles suffisantes ? C'est difficile à évaluer. En surface, la France est loin derrière la Russie en ce qui concerne le volume pur d'armes nucléaires dont elle dispose. Comme mentionné précédemment, avec les statistiques de l'Association pour le contrôle des armes, la Russie posséderait 5580 armes nucléaires. La France est loin derrière. Elle possède 290 armes nucléaires dans son arsenal militaire, aucune n'étant déployée stratégiquement. Les 290 ogives de la France sont actuellement assignées pour une utilisation potentielle si nécessaire, plutôt que d'être déjà prêtes au lancement sur des missiles balistiques et des bases. L'envoi d'armes nucléaires en Allemagne pourrait tout changer. Il faut aussi examiner l'utilisation potentielle et les types d'armes nucléaires françaises disponibles. The Warzone fournit ici quelques réponses. Il indique que la majorité des armes nucléaires qui se rendraient en Allemagne seraient montées sur des missiles Airsoft moyenne portée A ou Air-Sol moyenne portée améliorée. Ce sont des missiles de croisière supersoniques lancés depuis des avions de chasse pour frapper des cibles au sol. Chaque personne peut transporter une charge utile de 200 kg. Cette charge utile peut inclure des ogives nucléaires TN-80 et TN-81 qui ont chacune un rendement de 300 kilotonnes. Pour mettre en contexte, c'est l'une des tailles les plus courantes d'armes nucléaires, avec 300 kilotonnes, étant à peu près équivalent à 300 000 tonnes de TNT,
Ce sont des armes nucléaires extrêmement dangereuses. L'Académie américaine des arts et des sciences dit qu'une seule arme nucléaire de 300 kilotonnes créerait une boule de feu d'1 mile de large qui atteindrait 200 millions de degrés à son centre. Une demi-seconde après la détonation, toutes les rues et surfaces métalliques, dans les 3/4 d'1 mile, se dissoudraient et une énorme vague de choc suivrait, générant des vents allant jusqu'à 750 miles par heure qui écrasent les bâtiments et envoient les véhicules voler. À 3 miles de la zone d'explosion, les vêtements sur le dos des gens s'enflammeraient, avec toute peau exposée subissant immédiatement des brûlures au 3e degré. En fin de compte, l'incendie de grande envergure généré par une seule de ces armes nucléaires aurait un rayon allant jusqu'à 4,5 miles et détruirait une zone entière allant jusqu'à 65 miles carrés, plus que suffisant pour dévaster presque n'importe quelle ville russe. Le missile air-sol moyenne portée, amélioré utilisé pour envoyer ces ogives nucléaires à leur destination, est également capable de parcourir jusqu'à 310 miles. Ce n'est pas une portée particulièrement longue. La distance séparant Berlin de Moscou, d'environ 1000 miles, empêcherait la France de lancer ses armes nucléaires depuis le territoire allemand en toute sécurité. Elle aurait besoin de la seconde partie du colis qu'elle compte envoyer, le Dassault Rafale. L'avion de combat polyvalent principal de la France peut atteindre une vitesse maximale de 863 miles par heure, bien que sa vitesse d'approche chute à un peu moins de 140 miles par heure. Il a un 50-385 mètres et une portée de combat jusqu'à 1150 miles. C'est suffisant pour amener le jet de Berlin à Moscou, bien que pas tout à fait suffisant pour assurer son retour en toute sécurité. The War Zone dit que la France et l'Allemagne utiliseraient probablement des avions citernes, qui sont d'énormes avions utilisés pour ravitailler d'autres avions en vol, pour s'assurer que les Rafales peuvent effectuer leur voyage dangereux avant de retourner à la base. De plus, les armes nucléaires françaises ne dépendent pas de l'OTAN. 50 ASMPA est une capacité souveraine, dit The War Zone, ce qui signifie qu'elle ne fait pas partie de l'arrangement à double clé, qui a conduit les États-Unis à fournir ses têtes nucléaires, B-60 et 1, à l'Europe. La France peut déployer et utiliser ses armes nucléaires à sa guise, sans égard aux directives de l'OTAN. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Cependant, une autre carte sauvage dans l'audacieux plan nucléaire de la France n'a pas encore été discutée. Le Royaume-Uni. Va-t-il s'impliquer et fournir à l'Allemagne des armes nucléaires comme moyen de dissuasion de première ligne contre Poutine? Ce serait un allié puissant s'il le faisait. Le Royaume-Uni a 225 armes nucléaires dans ses stocks militaires, ce qui doublerait presque le pouvoir de dissuasion de l'Europe contre la Russie. Les ogives tridents du pays peuvent aussi être tirées depuis des sous-marins, offrant une seconde option à l'Europe pour attaquer la Russie. Cependant, le Royaume-Uni n'a encore rien confirmé. Il y a des signes qu'il pourrait être disposé à rejoindre la France pour contribuer au nouveau bouclier nucléaire de l'Europe, cependant. Lors d'une visite à Kiev lundi, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé qu'il y avait un argument moral pour que l'Ukraine ait ses propres armes nucléaires. Le Premier ministre Keir Starmer s'est rangé du côté des dirigeants européens avant Trump, en appelant à une résolution de la guerre. Le Royaume-Uni faisait partie des nations qui ont signé la résolution de l'Organisation des Nations Unies contre laquelle les États-Unis ont voté. De plus, la Grande-Bretagne souhaite signer un pacte de défense et de sécurité avec l'UE, essentiel étant donné que le Royaume-Uni n'en fait plus partie. Le mouvement de la France pourrait aussi concerner le Royaume-Uni. Selon un diplomate anonyme du Télégraphe, le déploiement d'armes nucléaires françaises en Allemagne pousserait les Britanniques à faire de même, augmentant ainsi la pression sur eux. Selon mon interprétation, l'unité CDU ou l'unité de contre-désinformation pense que nous avons besoin d'un parapluie nucléaire. Nous voulons avoir notre mot à dire dans cette affaire. Nous sommes disposés à en discuter et à payer pour cela. Les États-Unis devraient d'abord retirer leurs armes nucléaires d'Allemagne, avant que le Royaume-Uni n'envoie qu'une partie de son stock, prévient le diplomate. Cela pourrait aussi s'appliquer au plan français. Selon le Télégraphe, on ignore le sérieux des discussions sur le transfert des armes nucléaires françaises en Allemagne. Les discussions peuvent débuter. Il se peut aussi que nous ne voyions aucun mouvement pendant des mois, voire des années. Tant de choses semblent dépendre de ce que les États-Unis font avec leurs armes nucléaires. Une chose est sûre, Poutine ne peut plus compter sur le retrait des armes nucléaires américaines pour minimiser la menace que l'Europe représente pour ses ambitions impérialistes. La France est prête à remplacer ses armes nucléaires par ses propres têtes nucléaires, montrant à Poutine et Trump que l'Europe prend très au sérieux ce qui se passe sur son continent. Si l'Ukraine tombe, l'OTAN brûlera. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement sinistre lors d'une interview à la conférence sur la sécurité de Munich. Son message était clair, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il visera ensuite le reste de l'Europe.
potentiellement sans l'implication des États-Unis. Poutine attend que l'OTAN soit affaiblie, et le dirigeant de la Russie ne peut pas être fait confiance. Zelensky pense que la Russie souhaite une guerre contre l'OTAN. Cependant, on ne sait pas ce qui permettrait à une telle guerre d'éclater, ni quel en serait le véritable résultat. Nous commençons par les commentaires de Zelensky. Lors d'une conférence de presse à Munich, le président ukrainien a déclaré que Donald Trump a les moyens de pousser Poutine à négocier un cessez-le-feu. Cependant, on ne peut pas faire confiance à Poutine. Même s'il vient à la table, croyant avec l'Ukraine impliquée, il a toujours des désirs expansionnistes, et il pourrait rompre les conditions d'un cessez-le-feu à tout moment. Si cela se produit, ce sera un signe que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Le reste de l'Europe, majoritairement dans l'OTAN, sera le suivant. Nous croyons que Poutine va faire la guerre à l'OTAN, a déclaré Zelensky aux journalistes. En plus de suggérer que le leader de la Russie attend une OTAN affaiblie, comment l'OTAN pourrait-elle être affaiblie? Par la possibilité que les États-Unis d'Amérique envisagent de retirer leur armée d'Europe. L'avertissement de Zelensky est double. L'Europe ne peut faire confiance à Poutine pour tenir parole, ni compter sur les États-Unis si Poutine vise au-delà de l'Ukraine. Je ne sais pas s'ils veulent tous 30% de l'Europe. Personne ne sait. Mais ils en auront la possibilité, a affirmé le dirigeant ukrainien, évoquant un scénario où l'Ukraine s'effondrerait sans l'aide américaine. Les propos de Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich mettaient en garde les dirigeants européens sur la possibilité que l'Amérique refuse d'aider l'Europe face à des menaces. Il apparaît que 2 conditions doivent être remplies pour que la Russie fasse la guerre à l'OTAN. En premier lieu, les États-Unis doivent de soit quitter l'Alliance, soit refuser d'assister leurs alliés de l'OTAN, même si une invasion russe active l'article 5 de la charte de l'OTAN. Deuxièmement, Poutine doit avoir l'envie de revendiquer plus de l'Europe s'il réussit en Ukraine. La question est simple, ces 2 conditions sont-elles réalisables? La réponse courte est oui. Il est possible que la Russie fasse la guerre à l'Europe sans intervention des États-Unis. L'idée de Trump de retirer les États-Unis de l'OTAN, affaiblissant ainsi l'alliance, n'est pas nouvelle. Déjà en 2018, lors du premier mandat de Trump en tant que président des États-Unis, il aurait dit à plusieurs reprises à des hauts fonctionnaires qu'il souhaitait le retrait des États-Unis de l'OTAN. Selon ses déclarations, Trump ne voyait pas l'intérêt de maintenir une alliance militaire aussi grande, estimant que l'OTAN était un fardeau pour les ressources américaines. 1 an plus tôt, Trump avait aussi commencé à dire aux membres de l'OTAN qu'il était temps de payer leur juste part. Lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles, il a déclaré que d'énormes sommes d'argent étaient dues aux États-Unis par les autres membres de la coalition, tout en soulignant que beaucoup de membres de l'OTAN sont bien en deçà des dépenses de défense, de 2% du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut que l'OTAN recommande. En 2017, seulement 4 pays respectaient ce que Trump voyait davantage comme une obligation que comme une recommandation. Ces pays étaient 2,01% de son produit intérieur brut en défense, la Grèce avec 2,38%, le Royaume-Uni avec 2,06%, et les États-Unis, le plus grand dépensier, à 3,31%. À l'époque, moins de 14% des 29 membres de l'OTAN atteignaient la recommandation de 2%. Trump menaçait à l'époque de retirer les États-Unis si les alliés ne payaient pas davantage. L'OTAN a changé de cap. Avance rapide à 2024, et l'OTAN s'est élargie pour inclure 32 membres. Parmi ces membres, 23 atteignent l'objectif d'au moins 2% du produit intérieur brut dépensé pour leur défense. Le bilan n'est pas parfait. Près de 2 tiers des alliés de l'OTAN atteignent l'objectif, ce qui est bien plus que ce que le ou environ suggère. Trump obtenait ce qu'il voulait. Les alliés de l'OTAN des États-Unis commençaient à dépenser à des niveaux similaires, en termes de produit intérieur brut. Le problème pour l'Europe, et la raison pour laquelle Zelensky avertit que la Russie se prépare à faire la guerre à l'OTAN, et que Trump n'a peut-être pas changé ses vues sur le départ des États-Unis de l'Alliance. Selon le journal de la défense du Royaume-Uni du 14 février, John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous Trump, a fait des commentaires sur le sujet. Il laisse entendre que Trump change maintenant de position pour permettre une éventuelle sortie des États-Unis de l'OTAN. Lors de son premier mandat, il a critiqué les Européens pour ne pas dépenser 2% de leur produit intérieur brut en défense. Maintenant, il dit que vous devez dépenser 5% du produit intérieur brut en défense, a déclaré Bolton. Il fait référence aux propos de Trump début janvier 2025 affirmant que l'OTAN devrait avoir un objectif de 5%. Selon Trump, ils peuvent tous se le permettre, mais ils devraient être à 5%, pas 2%. Notez que Trump n'a pas dit « nous » ici. Il a évoqué l'OTAN comme une entité distincte des États-Unis, suggérant que les autres membres devaient atteindre 5% dont l'Amérique est exemptée.
Les États-Unis ne dépensent pas non plus 5% de leur produit intérieur brut en défense, le pays atteignant 3,4% des dépenses du produit intérieur brut en 2024. Cela le place à peu près au même niveau que l'Estonie, également à 3,4% et assez loin derrière la Pologne, qui a dépensé 4,1% de son produit intérieur brut pour son armée. Bolton est en partie d'accord avec les commentaires de Trump. Il pense que les États-Unis ne dépensent pas suffisamment dans un monde difficile. Cependant, il souligne que l'appel de Trump pour 5% peut être un objectif intéressant. Je soupçonne qu'il n'y a presque aucun pays en Europe, peut-être les pays baltes et la Pologne et quelques autres, qui iront à 5%. Dans une année sans incident, Trump pourra déclarer que l'OTAN est inutile comme il l'a toujours affirmé et s'en aller. En d'autres termes, Trump a déplacé le poteau des dépenses maintenant, de sorte que plus de membres européens de l'OTAN atteignent l'objectif de 2%. Il le fait pour retirer les États-Unis de l'Alliance. Une seule grâce salvatrice potentielle existe pour les membres européens de l'OTAN. Le Congrès américain se pose en garant du maintien de l'Amérique dans la coalition. Toute décision de départ doit d'abord être approuvée par le Congrès pour se concrétiser. L'ex-président Joe Biden a signé cette exigence dans la loi d'autorisation de la défense nationale de 2024 peut-être, pour se préparer subtilement à une éventuelle présidence Trump. Le problème est que la loi n'est pas étanche. Ce n'est pas évident, déclare Scott Anderson, chercheur à la Brookings Institution et rédacteur en chef de Lawfare. Le Congrès vous interdit de faire cela. Si vous l'ignorez, vous devrez nous affronter devant les tribunaux. C'est là que réside le problème, dit-il. Selon Anderson, pour qu'une question soit litigée, quelqu'un doit avoir le droit de poursuivre. Ce quelqu'un pourrait être le Congrès. Seulement, il n'est pas clair si les républicains au Congrès seraient prêts à lancer une poursuite contre leur propre président élu. Zelensky a raison de s'inquiéter que l'OTAN puisse perdre les États-Unis comme partenaire, car Trump a déjà menacé de s'en retirer. Il rend les dépenses inaccessibles pour de nombreux membres de l'Alliance, en déplaçant les poteaux. De plus, les lois pour forcer l'approbation du Congrès d'un retrait ne sont pas assez solides. Mais qu'en est-il de Poutine ? Un retrait américain affaiblissant l'OTAN porterait-il réellement son attention sur le reste de l'Europe ? Encore une fois, c'est une possibilité. Des suggestions que l'appétit de Poutine pour l'expansion pourrait s'étendre au-delà de l'Ukraine existe depuis au moins février 2023. RAND a alors publié un article affirmant que le prochain objectif de Poutine pourrait être d'attaquer d'autres voisins post-soviétiques ayant fait partie de l'Empire russe. Et Poutine a un passé à cet égard. Il a envahi la Géorgie en 2008, peu après que l'ex-premier ministre Poutine ait dit à l'ancien président américain George W. Bush que l'Ukraine n'est même pas un pays. Bien sûr, Poutine a envahi la Crimée en 2014, suivant cela avec son opération militaire spéciale contre l'Ukraine en 2022. La même année, il a également affirmé que les Kazakhs n'avaient jamais eu d'État, mais sa revendication la plus inquiétante est survenue en 2016. Le président russe a affirmé que les frontières de la Russie étaient sans limite. En mai 2024, Philip Reeves de l'édition matinale de National Public Radio a noté que beaucoup en Estonie craignent que Poutine puisse les cibler ensuite s'il est victorieux en Ukraine. Poutine pourrait chercher à tester l'OTAN et l'article 5 en entrant dans les pays baltes, malgré le risque de déclencher une guerre nucléaire, a affirmé Reeves, notant que les Estoniens protestaient contre la guerre de Poutine en Ukraine, devant l'ambassade de Russie à Tallinn en Estonie à l'époque. Environ un quart de la population estonienne est d'origine russe, ce qui pourrait servir de prétexte à Poutine pour revendiquer l'annexion de l'Estonie. L'Institut Freeman Spogli pour les études internationales note également que Poutine pourrait être tellement déterminé à s'agrandir qu'il envahirait même les nations européennes de l'OTAN, même si les États-Unis restent membres de l'Alliance. Personne ne sait ce que Poutine ferait ensuite s'il était galvanisé par une victoire contre l'Ukraine. Et bien que les analystes minimisent la possibilité que Poutine attaque un État balte comme l'Estonie, Poutine a déjà surpris le monde auparavant. Il l'a fait quand il a envahi l'Ukraine. Pire encore, selon l'Institut, Poutine n'aime pas l'OTAN et ne craint pas une attaque de l'Alliance. Au contraire, il est frustré que l'OTAN le contraint et l'empêche de restaurer ce qu'il considère comme la véritable Russie. Il est déjà engagé dans une guerre hybride avec de nombreux pays de l'OTAN, utilisant désinformation, sabotage et cyberattaques pour parvenir à ses fins. Va-t-il franchir le pas et recourir à la force militaire ? Peut-être que si la Russie bat l'Ukraine et a quelques années pour reconstruire ses capacités militaires, et si Trump a retiré les États-Unis de l'OTAN d'ici là, la possibilité que Poutine donne suite à ses désirs expansionnistes devient beaucoup plus élevée. L'Ukraine considère cela comme une éventualité. En octobre 2023, le président Zelensky a déclaré que Poutine envisage divers scénarios pour les années à venir, tout en soulignant 2028 comme l'année potentielle où Poutine attaquera une nation alignée sur l'OTAN. Selon Zelensky, si la Russie peut s'adapter maintenant,
En 2028, le Kremlin pourra rétablir le potentiel militaire détruit par l'Ukraine et aura suffisamment de puissance pour attaquer les pays au cœur de l'expansion russe. Comme d'autres, Zelensky a souligné que les pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie sont particulièrement menacés. Selon Zelensky, notre renseignement confirme cette information. Le facteur Trump est également à considérer dans ce contexte. Trump a envoyé des messages contradictoires à l'Ukraine récemment, en plus de la possibilité qu'il puisse retirer les États-Unis de l'OTAN. Le président ukrainien a eu des conversations avec Trump, au cours desquelles il a averti le président américain que Poutine est un menteur. Poutine ne veut pas de paix, a dit Zelensky à Trump. Zelensky croit que la peur de Poutine envers Trump pourrait être un levier pour pousser le dirigeant russe vers des négociations de paix. Selon le Kyiv Post, les responsables américains ont affirmé à l'Ukraine que les États-Unis ne l'abandonneront pas après 3 ans de lutte contre la Russie. Tous ces éléments semblent être des messages pro-Trump et pro-Ukraine, mais le 18 février Trump a également tenu des prétendues discussions de paix avec Poutine en Arabie Saoudite, sans aucune implication ukrainienne. Pour l'Ukraine, cela ressemblerait à une tentative des États-Unis de les exclure des accords en cours, contredisant leurs affirmations de ne pas laisser l'Ukraine de côté. Trump a même été cité comme étant déçu par la réaction de surprise de l'Ukraine de ne pas avoir été invité aux discussions. Trump disant également que Zelensky aurait pu conclure un accord plus tôt dans le conflit. Je comprends leur frustration de ne pas avoir de place. Ils en ont eu une pendant plus de 3 ans. Cela aurait pu être résolu simplement. Trump a semblé blâmer l'Ukraine pour le conflit, ajoutant qu'ils n'auraient jamais dû le commencer et qu'ils auraient pu conclure un accord. Est-ce étonnant que Zelensky avertisse maintenant les membres européens de l'OTAN qu'ils font face à une menace imminente? Beaucoup pensent que Poutine veut envahir ensuite les États baltes, les propres services de renseignement de l'Ukraine le suggérant. Trump envoie des messages contradictoires à Zelensky, et un retrait américain de l'OTAN reste envisageable. Si cela arrive, la menace nucléaire de l'OTAN baisse fortement, seule la France et la Grande-Bretagne pouvant frapper la Russie avec des armes nucléaires, ouvrant plus la voie à une guerre russe contre l'OTAN restante. La question est maintenant simple. L'OTAN est-elle prête pour cette guerre? Cela dépend de qui vous demandez. En juin 2024, le journal de la défense du Royaume-Uni a comparé dans une analyse approfondie une OTAN sans les États-Unis à la Russie. Il a souligné que la force combinée des membres de l'OTAN sans les États-Unis dépasse largement celle de l'Ukraine lors de l'invasion russe en février 2022. Sur le front du personnel, l'OTAN sans l'Amérique compte 1 500 000 militaires actifs, ce qui correspond bien aux 1 032 000 soldats actifs que la Russie a actuellement. Il convient également de noter que la Russie a fait passer plus de 862 000 troupes en Ukraine, laissant une armée principalement composée de conscrits inexpérimentés, de mercenaires contractuels et même de soldats d'autres pays, comme la Corée du Nord. Selon le journal, l'OTAN dispose d'une technologie plus avancée que celle de la Russie. Les membres européens de l'OTAN ont lourdement investi dans les avions de nouvelle génération, les défenses cybernétiques et les munitions guidées avec précision, ce qui fait de l'ensemble un adversaire viable et puissant pour la Russie. Cela implique également que tous les membres de l'OTAN répondront militairement si Poutine attaque un autre membre, comme l'un des États baltes. Toutefois, les États-Unis souffriraient aussi grandement de cette version de l'OTAN. Sa menace nucléaire sera réduite, avec la France et la Grande-Bretagne combinées pour avoir 515 ogives nucléaires, comparé aux 1549 armes nucléaires stratégiques de la Russie, et à son stock restant de 4380. Si Poutine appuie sur le bouton nucléaire, il pourrait dévaster toutes les nations de l'OTAN en une seule fois. La France et la Grande-Bretagne pourraient faire de même à la Russie, bien qu'avec moins de puissance de feu que si les États-Unis apportaient leurs 5225 ogives nucléaires à l'engagement. L'OTAN européenne dépend également fortement des États-Unis pour le renseignement opérationnel et la défense antimissile. De plus, le grand stock d'avions citernes américains manquerait, car ces avions importants sont en pénurie en Europe, et se révéleraient essentiels pour ravitailler en carburant les forces aériennes de l'OTAN plus puissantes pour les assauts contre la Russie. La conclusion du journal est là que l'OTAN sans les États-Unis pourrait bien repousser une attaque russe pendant les premiers mois, causant d'énormes dommages aux forces de Poutine. Mais que se passe-t-il des mois plus tard lorsque la Russie continue d'arriver et que l'OTAN a épuisé une grande partie de ses munitions? Une étude de février 2025 sur le même sujet par une revue de défense britannique mentionne les mêmes problèmes. En somme, l'OTAN européenne et le continent pourraient organiser une défense solide contre les forces de Poutine. Cependant, le maintien des opérations au-delà des phases initiales d'une telle guerre verrait cette version de l'OTAN sans l'Amérique lutter sans le soutien en matière de renseignement
logistique et technique que les États-Unis ont longtemps fournie. Les pays de l'OTAN potentiellement en première ligne contre la Russie sont encore moins confiants. En décembre 2024, les dirigeants de la Lettonie, de l'Estonie et de la Finlande ont affirmé de concert que l'OTAN n'est pas prête à combattre la Russie sans l'implication des États-Unis. C'est absolument clair, a affirmé le président letton Edgars Rinkēvičs. Nous ne pouvons pas nous contenter d'espérer que les États-Unis restent très impliqués en Europe. Le Premier ministre estonien Kristian Michael a déclaré qu'il faut renforcer les capacités de défense face à la menace russe et à son incapacité à être une démocratie, et à respecter les règles internationales. Il convient de noter que l'Estonie et la Lettonie ont consacré 3,4% et 3,15% de leur produit intérieur brut à la défense en 2024. La Finlande a dépassé l'objectif de 2% de l'OTAN, dépensant 2,4% de son produit intérieur brut. Ces nations européennes de l'OTAN prennent la menace russe au sérieux. Peut-être que le problème est que le reste de l'OTAN ne fait pas de même. La déscoordination entre les membres européens de l'OTAN pourrait causer la perte de l'alliance si Trump retire les États-Unis de la coalition. L'OTAN européenne a les nombres et l'équipement pour rivaliser avec la Russie. Cependant, si elle s'enlise dans la bureaucratie et les débats sur la façon de réagir à une victoire russe contre l'Ukraine, elle pourrait se laisser surprendre. C'est pourquoi l'OTAN pourrait brûler si l'Ukraine tombe, comme le prétend Zelensky. Alors quelle est la solution ? Le président de l'Ukraine croit en avoir une, la formation d'une nouvelle armée européenne. Je crois vraiment que le temps est venu. Les forces armées de l'Europe doivent être créées, a affirmé Zelensky aux journalistes, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Le président ukrainien plaide depuis des années pour une force européenne unifiée, sans grand progrès. Les détails de cette force restent flous, compliquant davantage la tâche des membres européens de l'OTAN. Le directeur de l'Institut Royal United Service, Matthew Saville, suggère qu'établir une force de dissuasion terrestre de 100 000 à 150 000 soldats pourrait répondre efficacement à toute nouvelle agression russe, en particulier si un cessez-le-feu en Ukraine est atteint. Cependant, sans l'implication des États-Unis, Saville croit qu'il serait difficile de convaincre les nations éloignées de la Russie de s'engager avec autant de troupes, risquant de compromettre leur propre défense. Saville propose aussi une force de déclenchement plus réduite que la force de dissuasion complète, mais comprenant toujours des dizaines de milliers de soldats européens postés aux lignes de front critiques. Ce contingent servirait d'unité de réponse rapide, dissuadant de nouvelles avancées russes et garantissant que toute attaque déclencherait une réaction militaire européenne plus large. Jamiche, ancien conseiller de l'OTAN, reconnaît les difficultés de l'Europe à assembler ses forces, mais souligne leur nécessité pour contenir la menace russe en Ukraine. Il plaide pour une force active de 50 000 soldats opérant en rotation sans faille, nécessitant un engagement total de 150 000 troupes pour maintenir une présence dissuasive continue. Aucune de ces propositions ne prend en compte la possibilité que l'OTAN européenne déclenche une guerre totale contre Poutine, pour ce qu'il a fait en Ukraine. Il s'agit avant tout de dissuasion, avec des chiffres nettement inférieurs aux 1 500 000 soldats que les forces de l'OTAN européenne pourraient mobiliser pour un combat. Il faut aussi considérer les conflits entre les pays de l'OTAN en Europe. La France, le Royaume-Uni et la Suède ont exprimé leur volonté d'envoyer des troupes sur le front si besoin. Toutefois, avec l'élection récente de Friedrich Merz comme chancelier de l'Allemagne le 23 février 2025, la position du pays pourrait changer. Merz a souligné la nécessité pour l'Europe de renforcer ses propres capacités de défense, exprimant des doutes sur l'avenir de l'OTAN dans sa forme actuelle. Cela pourrait mener à un rôle allemand plus proactif dans les initiatives de défense européenne. Mais suffira-t-il ? Si l'OTAN européenne n'est pas unie contre Poutine, comme actuellement, Zelensky pourrait avoir raison. L'OTAN pourrait brûler sans l'implication des États-Unis, et perdrait une guerre contre la Russie, non par manque de soldats ou d'équipements, mais à cause d'un manque de coopération et de la perte du soutien américain en renseignement et logistique. La Russie a autrefois possédé l'une des marines les plus puissantes du monde, une force qui inspirait la peur à travers les océans. Et l'Ukraine ? Ils n'avaient pratiquement même pas de marine. Mais si l'on avance rapidement à aujourd'hui, la flotte de la mer Noire de la Russie a été renvoyée, se retirant de la Crimée la queue entre les jambes. Le meilleur ? L'Ukraine y est parvenue avec une arme si inattendue qu'elle semble sortie d'un dessin animé, le bébé de la mer. C'est vrai, pas un drone menaçant Baba Yaga que les soldats croient capable de les arracher directement du champ de bataille, ou un système de missiles appelé Tonnerre qui gronde de puissance et de destruction. Un bébé de la mer. Mais croyez-nous, ce bébé est tout sauf doux. Ce drone naval a terrorisé la flotte autrefois dominante de la Russie, prouvant que parfois le coup le plus mortel vient du plus petit point. Cela résume bien la stratégie de l'Ukraine.
Nul besoin du tonnerre quand un bébé de la mer apporte la tempête. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette arme dont le nom mignon n'a pas empêché de donner à la Russie sa plus grande humiliation maritime. Le mot « drone » évoque généralement un petit quadricoptère bourdonnant dans le ciel, mais le bébé de la mer est bien différent. Le bébé de la mer est un véhicule unique, une arme maritime conçue pour glisser sur l'eau tel un fantôme. Ce drone maritime multi-usage, officiellement nommé véhicule de surface non habité, a été spécialement conçu pour le conflit avec la Russie. L'idée des bateaux d'attaque sans équipage est venue, en 2022, de Lukashevich Ivan Volodymyrovitch, un général de brigade du service de sécurité de l'Ukraine, le service de sécurité de l'Ukraine. Le concept a pris forme en juillet 2022 suite à une collaboration entre la marine ukrainienne et des entreprises privées. Cependant, alors que la guerre s'intensifiait, le service de sécurité de l'Ukraine a pris les choses en main. Cette décision a mené à la création du Sea Baby, un drone naval pour des charges plus lourdes, visant à cibler des navires statiques, comme ceux amarrés dans les ports. Le Sea Baby était un concept unique. Ces drones sont le fruit d'efforts internes, sans partenariats étrangers, ni aide extérieure. Comme l'a expliqué Vasil Maliuk, le chef du service de sécurité de l'Ukraine à Cable News Network, les drones de surface de mer sont une invention unique du service de sécurité de l'Ukraine, et ils l'ont fait tout seuls. Maliuk a souligné qu'aucune entreprise privée n'est impliquée. Tout est fait maison, développé par des Ukrainiens pour des Ukrainiens. Et croyez-le ou non, une grande partie des bébés de mer a même été financée par le peuple ukrainien, grâce au financement participatif. Dans une impressionnante démonstration d'unité et de détermination nationale, une campagne de financement participatif ukrainienne a levé 7,77 millions en seulement 36 heures pour produire 35 drones bébés de mer, soit l'équivalent d'un bébé de mer toutes les heures. Et la campagne de financement participatif est toujours en cours, United Vint et Quattro. La plateforme officielle de collecte de fonds de l'Ukraine propose même de nommer l'un des bébés de mer en l'honneur de la personne qui fait un don de la totalité du montant pour une unité, soit 220 et 1 000 $. Ces drones innovants sont produits dans des installations souterraines, secrètes en Ukraine, symbole de la résilience du pays sous pression. Mais ces installations ont vu plusieurs itérations de Sea Babies. Les premiers modèles opérationnels de Sea Baby ont été développés en mai 2023. Les premières versions pouvaient transporter jusqu'à 108 kg de charge utile et étaient surtout utilisées pour des attaques kamikazes, alors que les drones gagnaient en popularité. Le service de sécurité de l'Ukraine a identifié des domaines d'amélioration et initié une série de mises à niveau. Fin 2023, les capacités du Sea Baby se sont considérablement améliorées. Les drones ont été améliorés pour transporter des ogives explosives, jusqu'à 1874 livres, augmentant considérablement leur puissance destructrice. Plusieurs systèmes de communication ont également été ajoutés. Malgré leur redondance, ces systèmes ont été mis en place pour éviter les problèmes survenus plus tôt cette année, quand la connectivité Starlink en Crimée a été coupée, immobilisant plusieurs drones lors d'une attaque sur la frégate russe Amiral Makarov à Sébastopol. Ces améliorations ont permis au Sea Baby de fonctionner de façon autonome, même en milieu de communication difficile. Fin 2023, le Sea Baby était devenu une plateforme polyvalente pouvant transporter différents équipements spécialisés. Cette transformation a transformé ce drone d'un simple véhicule d'attaque en un système d'armes polyvalent capable de s'adapter à différentes missions. En janvier 2024, le service de sécurité de l'Ukraine a dévoilé une nouvelle variante équipée de 6 lanceurs thermobariques, renforçant encore la réputation du drone en tant qu'arme révolutionnaire. Le développement du Sea Baby s'est poursuivi jusqu'en 2024. En mai, le service de sécurité de l'Ukraine a dévoilé un modèle mis à jour appelé Avdivka, rendu possible grâce à la vaste collecte de fonds mentionnée précédemment. La dernière itération a prouvé l'engagement constant de Sea Baby envers l'innovation et l'adaptation, du concept à la domination sur le champ de bataille. Mais sur quoi exactement l'Ukraine travaille-t-elle en ce moment ? Elle travaille sur une merveille soft d'ingénierie, et un cauchemar pour ses ennemis. Baptisé Sea Baby 2024, ce drone maritime perfectionné allie puissance, vitesse et furtivité de manière redoutable. Ce navire élégant mesure près de 20 pieds de long, 6 pieds 6 de large, et a une hauteur de presque 2 pieds au-dessus de la ligne de flottaison. Cela le rend extrêmement difficile à repérer. De plus, la coque du navire, construite dans un matériau furtif, lui permet de naviguer sans être détecté, ce qui n'aide pas les ennemis de l'Ukraine. Grâce à 400 chevaux, ce drone atteint des 90 km/h. Mais la vitesse et la discrétion ne sont qu'une partie de l'équation. Le Sea Baby est capable de transporter près d'une tonne complète d'explosifs sur une distance de 620 miles.
Cette impressionnante portée et capacité de charge signifie que le Sea Baby peut frapper des cibles bien au-delà des lignes ennemies, infligeant des coups dévastateurs à des actifs navals de grande valeur et à des installations côtières. Et il peut le faire dans une mer calme ou une tempête déchaînée, ce qui en fait un prédateur implacable, un prédateur bourré d'armes. Comme mentionné, le Sea Baby peut transporter des explosifs pour des attaques de style kamikaze. Toutefois, il peut aussi être muni de diverses autres armes. Voici comment le couteau suisse de l'eau est passé d'un simple mais dévastateur drone kamikaze au plus grand cauchemar de la Russie. Même en tant que drone kamikaze, la puissance dévastatrice du Sea Baby suffisait à ébranler profondément la marine russe. Cependant, avec le temps, la Russie s'est adaptée, renforçant les défenses autour de ses bases navales avec des hélicoptères Mi-8 armés et des patrouilleurs Raptor. L'Ukraine a réalisé que le Sea Baby nécessitait plus que de la furtivité et des explosifs. Il devait aussi pouvoir se défendre pour atteindre sa cible. Et ainsi ont commencé les premières améliorations d'armement. Le Sea Baby a d'abord été armé de roquettes thermobariques RPG-16, non guidées, mais dévastatrices, avec une portée de 1000 mètres. Les drones ont ainsi pu détruire à distance les défenses cibles avec des flammes avant d'atteindre leurs objectifs principaux, ouvrant la voie. Les premiers modèles pouvaient transporter de 2 à 6 roquettes, ajoutant une dimension terrifiante aux capacités du Sea Baby. Au fil de l'évolution de son rôle au combat, le Sea Baby a vite été doté d'armements plus avancés. Dans une mise à niveau, il a commencé à déployer des roquettes Grad de 122 mm, capables de bombarder de grandes installations côtières ou des concentrations de troupes. L'utilisation de roquettes Grad s'est montrée très efficace lors des derniers engagements, prouvant la capacité du drone à infliger une dévastation de zone depuis la mer. L'Ukraine a continué d'innover en équipant le Sea Baby de mitrailleuses lourdes, le transformant en une plateforme polyvalente. Mais ce n'étaient pas des armes ordinaires. Ils étaient dotés de systèmes de ciblage avancés avec guidage automatique et auto-capture, permettant aux drones d'engager des menaces aériennes telles que les hélicoptères et les avions de chasse. Chaque amélioration témoigne d'une adaptation. Chacun a donné des dents de lait à l'enfant de la mer. Maintenant, chaque vague qui cache un enfant de la mer transporte également une foule de surprises, des fusées, des mitrailleuses et même des capacités de surface à air. Ce n'est plus seulement un drone kamikaze, c'est un navire de guerre. En miniature, cela commence à avoir du sens. Comment l'Ukraine fait reculer la Russie avec cette arme. Le bébé de la mer réécrit les règles de la guerre navale, et une chose devient évidente. L'Ukraine a armé l'ingéniosité pour démanteler systématiquement les bastions les plus puissants de la Russie. La flotte de la mer Noire, autrefois une force redoutable, est maintenant en proie à une déferlante de frappes de drones ukrainiens. Mais la signification de ces frappes va bien au-delà de la puissance militaire. La flotte de la mer Noire contrôle une voie navigable essentielle pour les exportations mondiales de céréales, et l'accès de la Russie aux ressources stratégiques comme le pétrole de la mer d'Azov. Pour l'Ukraine, la mer Noire est essentielle à ses exportations agricoles, particulièrement suite au blocus russe. La capacité de l'Ukraine à assurer le transit des marchandises depuis ses ports, notamment Odessa, a été centrale dans sa stratégie militaire. Le Sea Baby joue désormais un rôle crucial pour empêcher la flotte de la mer Noire de maintenir son emprise sur la région en contraignant la marine russe à se retirer. Les attaques ukrainiennes répétées, notamment sur des sites stratégiques comme Sébastopol, ont paralysé les capacités navales russes et perturbé ses opérations en mer Noire. Ils ont essentiellement affamé la machine de guerre russe en coupant l'accès à des ports vitaux. Les drones ukrainiens, y compris les Sea Babies, ont causé des centaines de millions de dollars de dommages à la flotte russe, certaines estimations suggérant jusqu'à 500 millions de dollars de pertes. Le Sea Baby est devenu une force irrésistible à lui seul, mais il s'inscrit aussi dans une stratégie plus vaste impliquant de nombreux drones. Après tout, la guerre russo-ukrainienne est devenue connue comme une guerre de drones, pour une raison. Dans le département naval, le Magura V5 ukrainien s'est aussi révélé précieux. Les drones ont permis à l'Ukraine de frapper efficacement les navires de guerre russes, en étant même adaptés pour transporter des missiles RR soviétiques. Avec le Sea Baby, ils ont démoli les défenses de la flotte de la mer Noire, portant des coups sévères qui ont mis les forces navales russes sur la défensive. Tout comme le Sea Baby, le Magura V5 est un navire de surface sans pilote innovant conçu en Ukraine. Cependant, ce drone est opéré par une autre agence, la direction principale du renseignement, Glavnoye Upravlenie Razvedki. Alors que le Sea Baby a été développé par le service de sécurité de l'Ukraine pour cibler des actifs plus stationnaires et de grande valeur, le Magura V5 est utilisé par le Glavnoye Upravlenie Razvedki pour un rôle plus dynamique.
Sa conception plus compacte et maniable permet des frappes rapides contre les navires de guerre en mer. Le Sea Baby a cependant frappé les navires de guerre russes, telle une boule de démolition. En octobre 2022, une frappe coordonnée a vu des drones ukrainiens toucher plusieurs navires russes dans la baie de Sébastopol, y compris les frégates Admiral Makarov et Admiral Essen. Avec le chasseur de mines Ivan Golubets et le navire de patrouille Ladny en moins, la flotte russe de la mer Noire apparaît soudainement bien réduite. Et ce n'était pas non plus un coup de chance. Le 14 septembre 2023, le Sea Baby a marqué un coup direct sur la corvette russe Samum, laissant le navire nettement incliné alors qu'il était remorqué pour réparation. Parlons de faire sensation. Un mois plus tard, en octobre 2023, le navire de patrouille Pavel Durzevin a eu son tour. Boum! Un autre bébé de mer endommage le drone, montrant qu'ils ne sont pas là que pour le spectacle. Et puis en octobre 2023, le Vladimir Kozitsky, un navire de reconnaissance, a rejoint la liste croissante des victimes. Mais n'oublions pas les grandes frappes. Les bébés de la mer ont aussi joué un rôle crucial dans l'explosion du pont de Crimée, symbole majeur de l'annexion illégale russe. Depuis l'annexion en 2014, Moscou contrôle des actifs clés autour de la péninsule de Crimée, et depuis l'invasion de 2022, Kiev a fait de sa mission d'attaquer constamment ses actifs. Le message était clair, la lutte pour la Crimée continue. Et avec l'aide des drones Sea Baby, Kiev prouve qu'aucun bastion russe, pas même le fameux pont de Crimée, n'est hors de portée. Le 17 juillet 2023, les drones Sea Baby ont fait les gros titres mondiaux en menant une attaque audacieuse sur le pont, reliant la Russie à la Crimée, une ligne d'approvisionnement vitale. Avec jusqu'à 1874 livres d'explosifs à bord, 2 drones Sea Baby ont frappé les sections routières et ferroviaires du pont, causant des dégâts significatifs. L'Ukraine a ciblé le pont pour la 2e fois, avec succès, malgré que la Russie l'ait présenté comme un symbole indestructible de son emprise sur la Crimée. L'explosion a envoyé des ondes de choc à travers les forces russes, et tout en causant tragiquement des victimes civiles, l'opération a également rendu une chose abondamment claire. L'Ukraine est en mesure de frapper les infrastructures stratégiques russes en profondeur. De plus, l'utilisation innovante par Kiev de drones comme le Sea Baby restera une arme pivot dans leur arsenal, frappant au cœur des ambitions de la Russie en Crimée et au-delà. Cela inclut aussi les plateformes gazières russes, au large de la Crimée. En décembre 2024, la marine ukrainienne a diffusé des images montrant le Sea Baby, ciblant des installations gazières détenues par les Russes dans la mer Noire, livrant des charges explosives qui ont laissé au moins une plateforme engloutie dans les flammes. Après l'attaque, la marine ukrainienne a souligné que ces frappes stratégiques dans la mer Noire visaient à affaiblir la présence militaire russe dans la région, dans le cadre d'une campagne plus large. La vidéo non vérifiée montre des frappes de drones ukrainiens sur des plateformes gazières, ciblant les systèmes de surveillance ennemis et d'autres infrastructures critiques. La marine ukrainienne a réaffirmé son message. L'occupation russe de la Crimée et de ses eaux ne resterait pas sans réponse. L'attaque sur les plateformes gazières ouvre un nouveau chapitre dans la lutte de l'Ukraine pour reprendre le contrôle de ses eaux à la Russie. Avec chaque frappe réussie, l'Ukraine démontre non seulement sa puissance militaire, mais aussi son engagement à repousser les forces russes hors de son territoire, un drone à la fois. Récemment, les Sea Babies ont même affronté des avions russes. Dans une opération menée aux premières heures du 6 décembre 2024, l'Ukraine a démontré à quel point ses capacités de drone ont évolué. Les Sea Babies, équipés de mitrailleuses de calibre 50 montées, se sont avérés capables de repousser les hélicoptères, avions et patrouilleurs russes, essayant de les intercepter. Les forces ukrainiennes ont révélé que ces drones ont infligé des dommages importants à plusieurs hélicoptères et bateaux russes, renversant la donne, alors que la Russie s'attendait à une victoire aisée. Des communications radio russes interceptées ont confirmé que les drones ont causé des pertes notables parmi les équipages russes, tandis que leurs avions ont subi des dégâts importants, nécessitant des réparations importantes. Ces attaques ont rappelé avec force la polyvalence et l'efficacité du Sea Baby. Les drones ont fait plus qu'abattre des avions. Ils ont aussi visé une barge transportant du matériel militaire pour réparer le pont de Crimée. Il semble que l'Ukraine soit déterminée à ce que ce pont reste un problème pour la Russie, peu importe à quel point elle essaie de le réparer ou de le protéger. Les bébés de la mer sont prêts à rester un problème pour la Russie dans la situation actuelle. Cependant, leur usage dans le conflit actuel Ukraine-Russie n'est pas surprenant. Depuis le début de l'invasion, les deux parties ont intégré des véhicules sans pilote dans leurs arsenaux. Cependant, l'Ukraine s'est distinguée par son utilisation novatrice des drones dans les domaines aériens, terrestres et maritimes. L'armée ukrainienne, ainsi que les services de renseignement et de sécurité, ont déployé une gamme de drones, allant de drones aériens,
de style amateur peu coûteux, équipés d'explosifs, à des drones sous-marins plus avancés comme le Marichka. Ces dispositifs ont été cruciaux pour éliminer les cibles russes, souvent pour une fraction du coût de l'équipement détruit. L'Ukraine a utilisé des drones de manière si efficace qu'elle a coulé plus d'un tiers de la flotte russe de la mer Noire sans avoir elle-même d'actifs navals importants. Mais l'ingéniosité ukrainienne ne se limite pas aux drones déjà utilisés. En février 2024, le président Volodymyr Zelensky a signé un décret remarquable établissant les forces de système sans pilote, une branche dédiée des forces armées ukrainiennes, afin d'exploiter davantage la puissance des drones. La nouvelle unité se focalisera sur le développement de personnel spécialisé, l'augmentation de la production de drones et l'amélioration des tactiques pour leur utilisation dans les domaines terrestres, aériens et maritimes. Cette initiative montre clairement que les drones sont devenus plus qu'un simple outil pour l'Ukraine. Ils deviennent l'épine dorsale des opérations militaires du pays, remodelant le champ de bataille. Selon Zelensky, les drones sont maintenant utilisés pour repousser les attaques, détruire l'équipement russe et neutraliser les infrastructures clariques de clan. Mais la Russie ne reste pas exactement les bras croisés. Le pays a activement contré les attaques de drones ukrainiens, dont les Sea Baby, grâce à diverses défenses. Cela inclut l'interception de drones aquatiques et aériens. Le 23 octobre 2024, la Russie a affirmé avoir détruit 4 drones maritimes ukrainiens visant la Crimée. De plus, les défenses aériennes russes ont détruit environ 10 drones au-dessus de la Crimée. Mais l'Ukraine a été si persistante que la Russie a souvent préféré fuir plutôt que de combattre. Pour protéger ses actifs, le pays a déplacé ses forces navales de Sébastopol à Novorossiysk et a établi une nouvelle base en Abkhazien. De plus, il a commencé à utiliser des leurres et des mitrailleuses de gros calibre sur les navires pour tromper les drones. La Russie a également augmenté les patrouilles, avec des hélicoptères Mi-8 et des bateaux Raptor. Et pourtant, la menace persiste. La taille compacte, la vitesse et l'impact psychologique de Sea Baby sur les membres de l'équipage naval russe continuent d'en faire une cible insaisissable, forçant l'armée russe à se démener constamment et à repenser leur défense. Les Sea Babies prouvent constamment aux forces que leur solution ne fonctionne pas. Avec chaque frappe, ces drones montrent clairement que l'Ukraine ne va pas lâcher de sitôt, transformant la mer Noire en un jeu à haut risque où la Russie est toujours un pas en retard. Poutine ne s'arrêtera pas seulement à l'Ukraine. Que ce soit pour ressusciter sa vision de l'Empire russe ou pour punir ceux qui ont fermement soutenu l'Ukraine, de nombreux experts prédisent qu'il poussera plus loin en Europe. Non seulement les analystes, mais aussi les cibles potentielles sont bien conscients de cette menace, et tirent la sonnette d'alarme. L'Allemagne figure en tête de la liste de Poutine des cibles potentielles. Alors, nous devons nous demander, que se passerait-il si Poutine attaquait l'Allemagne? Ou, peut-être plus justement, quand Poutine attaquera l'Allemagne? Et nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. Le diffuseur public allemand, Bayerische Rundfunk, est également préoccupé. C'est pourquoi ils ont interviewé le lieutenant-général André Bodman sur leur plateforme en ligne, BR24. Avant de plonger dans ces réflexions, prenons un moment pour comprendre qui est Bodman et pourquoi son point de vue a du poids dans cette conversation. Le lieutenant-général André Bodman est un militaire allemand chevronné et hautement décoré, avec des décennies d'expérience. Actuellement, commandant du commandement territorial de la Bundeswehr, il supervise les opérations de défense nationale et les tâches de sécurité intérieure, garantissant la protection du sol allemand. Le parcours de Bodman inclut des rôles de leadership dans des missions de l'OTAN au Kosovo et en Afghanistan, et une expérience significative au ministère fédéral de la Défense. Avec une carrière allant de chef de peloton à son poste actuel de lieutenant-général, sa profonde compréhension de la stratégie militaire et son expérience pratique dans certains des paysages géopolitiques les plus difficiles font de lui un expert des menaces auxquelles l'Europe est confrontée aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus grande menace pour la sécurité de l'Europe est la Russie, un fait que Bodman connaît trop bien. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, l'Allemagne a été un soutien inébranlable de la nation en résistance. 3 ans après l'invasion, le pays a engagé une stupéfiante somme de 29 milliards en aide militaire à l'Ukraine. Cela inclut le financement pour renforcer les capacités de sécurité et fournir des équipements militaires de l'industrie et des stocks de l'armée allemande. En 2024, l'Allemagne a alloué environ 7,3 milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine, avec 6,2 milliards de dollars supplémentaires engagés pour les années à venir. Cela n'est pas étonnant étant donné le passé de l'Allemagne. À la fin de 2023, le pays avait déjà dépensé environ 5 milliards 200 millions, avec un autre milliard 660 millions dépensés en 2022. De plus de 10 000 soldats ukrainiens ont été formés en Allemagne pour un coût d'environ 292 millions de dollars.
Dans l'ensemble, l'Allemagne est le deuxième plus grand donateur individuel après les États-Unis. En Europe, elle n'est dépassée que par les contributions collectives de l'UE. L'engagement de l'Allemagne envers l'Ukraine est une position ferme et décisive contre l'agression russe. Curieusement, Bodman ne mentionne pas explicitement le soutien massif de l'Allemagne à l'Ukraine comme motif pour lequel Poutine pourrait s'en prendre à ce pays. Au contraire, il souligne l'importance géostratégique cruciale de l'Allemagne en Europe. Selon Bodman, l'Allemagne est au centre de l'Europe. Cette position centrale a des implications majeures pour la défense du continent. Si la Russie devait pousser plus loin, en territoire OTAN, surtout sur le flanc Est, l'Allemagne jouerait un rôle clé dans la réponse de l'OTAN. Bodman souligne que l'OTAN devrait répondre avec ses plans de défense et mobiliser les forces alliées si la Russie effectuait une manœuvre sur le flanc Est de l'OTAN, avec le potentiel de menacer le territoire de l'OTAN. Et avec la position centrale de l'Allemagne, l'essentiel de cette mobilisation se ferait sur le sol allemand. Place le pays directement dans la ligne de mire. Cependant, il est important de noter que Bodman parle hypothétiquement, comme il le dit clairement, il ne dit pas que la Russie attaquera. Il dit cependant que la Russie ne fait pas seulement des menaces, mais est également réellement capable d'agir soudainement. Mais cette action pourrait ne pas être ce que vous attendez. C'est pourquoi l'intervieweur, Christian Nitscher, évoque les petits hommes verts de Crimée. Pour contexte, les petits hommes verts étaient les soldats russes, non marqués, qui sont apparus soudainement et sans préavis en Crimée en 2014. Ces troupes en uniforme russe, sans insigne, ont pris le contrôle de sites clés, notamment des bâtiments gouvernementaux et installations militaires. Poutine a d'abord nié l'identité russe des unités, les qualifiant de forces d'autodéfense locales, mais a ensuite admis leur implication après le succès de l'opération. Selon Bodman, cette tactique clé de la Russie en Crimée pourrait être répétée dans d'autres territoires de l'OTAN. Lors d'un échange avec Nietzsche, il admet qu'un tel événement pourrait survenir dans un pays comme l'Estonie. Cependant, Bodman prévient que l'apparition soudaine de ces forces n'est peut-être pas le seul signe d'alerte. Il pointe vers des indicateurs plus subtils, comme le mouvement de ressources critiques, telles que les réserves de sang vers les frontières. Déplacer des réserves de sang vers la frontière, si remarqué, a une signification particulière, explique-t-il. Cela suggère non seulement une démonstration de force, mais une réelle volonté d'agir, indiquant que l'agression russe n'est pas toujours flagrante ou conventionnelle. C'est précisément ce type de guerre hybride furtive que l'OTAN doit être prête à affronter. Ce qui est alarmant, c'est qu'un événement similaire s'était déjà produit avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des rapports américains ont indiqué que fin janvier 2022, la Russie a déplacé des réserves de sang et du matériel médical vers ses frontières, signalant que Moscou se préparait à une escalade. Selon le lieutenant général américain, à la retraite Ben Hodges, une attaque ne serait pas lancée sans avoir cet élément en main. En d'autres termes, la présence de réserves de sang est un signe concret que la Russie se préparait à des pertes, se préparant à une opération militaire à grande échelle. De nouveaux rapports sur les préparatifs logistiques de la Russie suggèrent à l'OTAN que le pays est passé au-delà de la simple posture, bien que l'OTAN en soit consciente depuis un moment. C'est pourquoi elle a considérablement augmenté sa présence militaire à l'Est. La Russie pourrait se préparer à une guerre avec l'OTAN, mais cette dernière ne sera certainement pas prise au dépourvu. L'OTAN est depuis longtemps prête pour un tel scénario, en réponse à l'agression et au comportement imprévisible de la Russie. L'Alliance a pris des mesures délibérées et décisives pour renforcer sa présence militaire le long de son flanc Est, ce qui répond directement aux préoccupations soulevées par Bodman concernant une éventuelle manœuvre russe. Depuis 2017, l'OTAN renforce sa présence, notamment en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, avec des groupes de combat multinationaux, dirigés par le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Ces groupes de combat démontrent, de façon visible, la détermination et l'engagement de l'OTAN à défendre son territoire. Toutefois, la préparation militaire de l'OTAN s'est accélérée suite à l'invasion russe de l'Ukraine. L'OTAN a étendu sa présence à l'Est en doublant le nombre de groupes de combat dans la région, ajoutant plus de forces en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Le total est passé à 8 groupes de combat multinationaux, accroissant significativement les effectifs sur le terrain. Mais la préparation militaire de l'OTAN n'est pas seulement une démonstration de force, elle implique une logistique robuste, une interopérabilité et une mobilisation rapide. L'inclusion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ainsi que l'intégration croissante des unités militaires des États membres, ont fait du flanc Est de l'OTAN une région hautement fortifiée et interconnectée. C'est crucial car toute menace envers l'Allemagne menace l'ensemble de l'Alliance. N'oubliez pas, une attaque contre un est une attaque contre tous. C'est ce dont traite l'article 5 du traité de l'OTAN. L'article 5 est au cœur de la force de l'OTAN, une promesse que chaque membre est tenu de venir à la défense des autres en temps de besoin.
Il a été créé en 1949 pour contrer l'expansion de l'Union soviétique en Europe. Le principe de la défense collective vise à dissuader l'agression, en assurant qu'une attaque contre un membre sera confrontée à une réponse unie et forte de tous. Il transforme chaque membre de l'OTAN en bouclier pour les autres, et aucun pays n'est laissé vulnérable ou seul. Mais l'article 5 fixe aussi une barre haute, et n'est pas invoqué à la légère. L'article n'a été invoqué qu'une fois. Après les attaques de septembre 2001, lorsque les États-Unis ont été ciblés par des terroristes. Donc, croire que l'OTAN guette un faux pas de la Russie pour l'attaquer est une erreur totale. Bodman souligne également ce point dans son interview. Il a souligné que les plans de défense de l'OTAN, y compris les stratégies opérationnelles de l'Allemagne, ne visent nullement à préparer la guerre. Au contraire, ils sont conçus pour dissuader l'agression et éviter l'escalade. Bodman souligne que l'objectif principal de l'OTAN est de prévenir les conflits en étant prêt à se mobiliser d'une manière qui désescalade les tensions, surtout en cas de menace russe le long du flanc est de l'OTAN. L'objectif est de prévenir l'escalade vers la guerre en maintenant les choses sous contrôle bien avant qu'un état de défense ne soit déclaré, grâce à des plans conçus à cet effet. Si nous y parvenons, nous avons tout accompli, conclut-il. Mais voici le hic. Poutine ne rendra pas cette réalisation facile. Selon Bodman, la vraie inquiétude est que les ambitions agressives de Poutine puissent dépasser ce que les stratégies de dissuasion prudente de l'OTAN peuvent contrer. En réalité, il prend déjà des mesures importantes pour reconstruire et renforcer l'armée russe, augmentant ainsi les enjeux. Poutine a longtemps exprimé son désir de restaurer les territoires autrefois partis de l'Union soviétique, et maintenant les rapports de renseignement indiquent que la Russie investit massivement dans son armée. Le pire est que ces investissements ne visent pas à remplacer ce qui a été perdu en Ukraine. Bodman souligne que la Russie produit entre 1000 et 1500 chars par an, dont beaucoup sont stockés et non utilisés en Ukraine. Cette accumulation de ressources militaires indique donc une préparation pour une stratégie plus vaste et à plus long terme. La société russe connaît également un changement, les supports éducatifs se focalisant désormais sur la préparation des enfants à la guerre, non pas pour l'éviter, mais plutôt pour leur apprendre quoi faire en temps de guerre, selon Bodman. Ces découvertes choquantes soulignent à quel point Poutine est sérieux au sujet de ses plans. Tout bien considéré, il prépare le terrain pour une confrontation encore plus directe avec l'OTAN à l'avenir. Cet avenir pourrait arriver plus tôt que prévu. Si la Russie continue sa restructuration militaire avec l'aide de la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, elle pourrait défier l'OTAN dans les années à venir. Selon Bruno Kahl, chef du renseignement allemand, la restructuration militaire russe, l'une des plus importantes depuis 2008, indique une préparation évidente à un potentiel conflit avec l'Occident d'ici 2030. Selon Bodman, l'objectif de l'OTAN est non seulement de prévenir la guerre, mais aussi d'être préparé si elle survient inévitablement, et ce, dans un délai de 5 ans. Ces paroles résonnent en nous, rappelant l'enjeu. Si cela arrive, nous défendrons ce qui nous est cher. Une confrontation militaire totale pourrait être à quelques années. Mais l'Allemagne est déjà confrontée aux dangers imminents des menaces russes. Seulement, ces menaces sont hybrides. Bodman ne mâche pas ses mots ici. Il dit que l'Allemagne n'est pas en guerre, formellement et légalement. Cependant, il croit que son pays n'est pas en paix depuis longtemps non plus. Vous voyez, l'Allemagne subit un grand nombre d'attaques hybrides chaque jour, un phénomène qui augmente sensiblement, selon Bodman. Ces attaques n'impliquent souvent pas une guerre traditionnelle, mais plutôt des tactiques secrètes conçues pour déstabiliser et saper l'État. Par exemple, il existe déjà des menaces tangibles en Allemagne, y compris la découverte d'explosifs militaires près des installations de l'OTAN. Des explosifs ont été découverts enterrés près d'infrastructures critiques, notamment le pipeline de l'OTAN destiné à approvisionner en carburant les bases militaires. Selon Bodman, le but de ces actes reste incertain. Il s'interroge sur les bénéficiaires et les finalités d'utilisation. Le caractère non isolé de tels actes est préoccupant. Il pourrait faire partie d'une stratégie pour sonder les vulnérabilités, tester les faiblesses et se préparer à de plus grandes perturbations. Il ne s'agit plus seulement d'actions militaires. Il s'agit de modifier subtilement l'équilibre des pouvoirs, de créer le chaos sous le radar. C'est une menace aussi silencieuse que dangereuse, et elle est juste à la porte de l'Allemagne. La guerre hybride pourrait être la méthode principale d'attaque contre l'Allemagne, comme le discutent Nietzsche et Bodman dans leur conversation. L'intervieweur propose un scénario hypothétique inspiré du film américain Leave the World Behind, 2023, sur une éventuelle attaque contre un pays. Le film démontre qu'une attaque peut se faire sans avoir recours à des missiles. Il s'agit plutôt de démanteler les réseaux de communication, perturber les transports et diffuser de la désinformation pour semer le chaos de l'intérieur. Il demande à Bodman si un tel scénario est l'une des menaces qu'il envisage en réfléchissant à la guerre hybride.
Bodman admet que la situation dépeinte dans le film n'est pas que de la fiction, mais se produit déjà dans la réalité. Il explique que la guerre hybride moderne dépasse la simple confrontation physique. Cela peut inclure des campagnes de désinformation, des cyberattaques et d'autres actions perturbatrices, sans force militaire directe. Il souligne que les attaques cybernétiques peuvent cibler et paralyser des infrastructures critiques telles que les fournisseurs d'énergie, les centres de transport et les ports sans tirer un seul coup de feu. L'une des formes les plus alarmantes de menaces hybrides que Bodman souligne est le sabotage. Selon Bodman, le sabotage est une préoccupation grandissante en Allemagne, comme le démontrent les incidents récents, bien qu'il n'entre pas dans les détails. Des trous sont apparus mystérieusement dans les clôtures des installations d'eau autour des bases militaires allemandes. Ce n'est pas un acte aléatoire, mais une vulnérabilité délibérément exposée. L'Allemagne est donc en état d'alerte élevé depuis quelques années. Le soutien militaire continu à l'Ukraine alimente les soupçons croissants d'implication russe. Comme le dit Bodman, il n'y a pas toujours la carte de visite de Poutine qui traîne là comme preuve, ou un pistolet fumant proverbial pour prouver définitivement qui est derrière chaque attaque ou acte de sabotage. Cependant, ces attaques sont le plus souvent directement liées à la Russie. Considérez par exemple le complot présumé visant à assassiner le président directeur général de Rheinmetall, leader allemand de l'armement. Le complot a été découvert en juillet 2024. En janvier 2025, James Apateraï, secrétaire général adjoint de l'OTAN, a confirmé qu'Armin Papurga était visé dans un complot d'assassinat soutenu par la Russie. Ce n'est pas une menace ordinaire, c'est une tentative directe de déstabiliser les acteurs clés de l'industrie de la défense, et elle vient directement de Russie. Ce n'est qu'un des nombreux incidents qui profitent à la Russie, comme la gaffe de sécurité très médiatisée. Un appel de la Luftwaffe a été intercepté par des agents étrangers. C'était une grande honte pour Berlin, et un signe des failles de leur système de contre-espionnage. Mais le sabotage ne se limite pas à l'espionnage. Il y a aussi la perturbation ciblée des infrastructures critiques. 2 germano-russes ont récemment été arrêtés pour avoir comploté de saboter des bases militaires américaines en Bavière, un problème qui n'est pas isolé. L'explosion du pipeline Nord Stream en 2022 est l'acte de sabotage le plus dramatique d'une tendance plus large. Le 26 septembre 2022, une série d'explosions sous-marines a endommagé 3 des 4 pipelines Nord Stream, provoquant d'importantes fuites de gaz et les rendant inutilisables. Malgré l'incertitude sur les auteurs, cet événement démontre la vulnérabilité des infrastructures critiques. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne. D'autres pays européens subissent des actes de sabotage similaires. Mais avec l'Allemagne qui accueille de nombreuses bases militaires américaines, elle est particulièrement exposée. Le gouvernement allemand a adopté la loi Kritis Umbrella pour protéger les infrastructures critiques, reconnaissant la nécessité d'agir. Bodman est optimiste sur les efforts allemands, mais souligne rapidement les défis restants. Il souligne aussi l'importance stratégique grandissante de la Baltique, traversée par des pipelines et câbles sous-marins. Ces zones sont cruciales, d'où les tentatives de sabotage dont elles ont fait l'objet. C'est pourquoi l'Allemagne intensifie ses efforts. Les patrouilles navales sont plus fréquentes, et la coopération avec l'OTAN a été renforcée. Bodman explique que nous sommes bien mieux connectés qu'avant. La coordination avec les opérateurs d'infrastructures critiques, dont les propriétaires de ports et compagnies maritimes, est renforcée pour mieux surveiller les activités suspectes. C'est un mouvement intelligent, sans aucun doute. Selon Bodman, chaque éolienne est devenue un capteur, montrant l'importance des moindres détails dans cet effort de défense. Cependant, la menace a évolué. Bodman reconnaît que surveiller uniquement les navires ne suffit plus. L'essor des drones sous-marins et des véhicules sans pilote complique la situation. Il note: nous avons des forces spéciales de la marine, des plongeurs et des nageurs de combat. Mais que faire si nous devons nous défendre contre des robots sous-marins? L'Allemagne progresse, mais il reste clairement beaucoup de chemin à faire. Bodman souligne qu'une réponse plus robuste sera nécessaire pour rester en avance sur ces menaces croissantes et en évolution. Alors que l'Allemagne renforce sa défense contre le sabotage, la question clé demeure. Le pays est-il prêt pour une attaque militaire majeure? Avec les tensions croissantes en Europe et la guerre en Ukraine, il est essentiel d'évaluer la préparation de l'Allemagne face à une menace plus grave et directe. C'est pourquoi Nietzsche pose une question directe. À quel point l'Allemagne est-elle prête pour une véritable crise? Bodman n'hésite pas, il va droit au but. Il explique que l'Allemagne travaille avec une grande équipe d'environ 150 personnes comprenant la Bundeswehr, divers ministères fédéraux et organisations, pour élaborer un plan de réponse robuste face aux menaces potentielles. Et le plan n'a pas été précipité. Bodman note qu'ils ont passé bien plus de 100 jours dans des environnements classifiés à travailler sur chaque détail. Cela illustre la préparation méticuleuse et réfléchie de l'Allemagne en cas de crise majeure. Un élément clé de cette préparation est le concept du hub allemand.
Cela implique de garantir que l'Allemagne puisse protéger ses frontières, la priorité numéro 1, mais aussi de soutenir les plans de défense de l'OTAN, la deuxième préoccupation. Bodman met en évidence le rôle crucial du soutien logistique pour le mouvement des convois militaires en Allemagne. Comment garantir qu'un convoi américain, atterrissant à Vlissingen, Pays-Bas, traversant les Pays-Bas et les différents États fédéraux allemands, puisse atteindre la Pologne et la Lituanie avec un soutien logistique complet? Il demande. Cette question est cruciale. L'Allemagne doit garantir des mouvements de troupes fluides et rapides, tout en respectant le cadre juridique de la paix. Les descriptions de Bodman correspondent au plan dévoilé par l'Allemagne, l'opération Deutschland. Ce plan, de plus de 1000 pages, est spécifiquement conçu pour une crise à grande échelle et a été provoqué par les actions de la Russie en Europe. Il décrit comment le pays protégerait les infrastructures critiques, aiderait à mobiliser jusqu'à 800 000 soldats, faciliterait le mouvement de jusqu'à 200 000 équipements militaires, et préparerait les civils à une urgence. Bodman aborde le sort des civils allemands en cas d'attaque russe. Il souligne que l'Allemagne ne peut pas se reposer uniquement sur son armée pour sa défense. La population civile serait cruciale pour garder le pays opérationnel. Avec des troupes probablement stationnées à l'est de l'OTAN, le rôle principal de l'Allemagne serait le soutien logistique, mais plutôt géré par des entreprises civiles, au lieu de la Bundeswehr. Des entreprises privées de carburant et des traiteurs approvisionneraient les convois militaires en carburant et en repas. Ce n'est pas un appel à tous pour allumer leur grille, mais cela montre comment les civils interviendraient pour nourrir l'armée, même avec un simple sandwich, comme le souligne Nietzsche avec humour. Mais ce n'est pas seulement une question de logistique. Les hôpitaux seraient confrontés à un afflux écrasant de victimes. Nous parlons de nombres bien plus importants qu'en Afghanistan ou au Mali. Bodum met en garde. L'ampleur même pousserait le système de santé civile à la surchauffe. Les hôpitaux civils devraient s'associer aux hôpitaux militaires pour gérer les blessures par explosion et par balle. Les médecins doivent être prêts à gérer des blessures et des modèles de blessures qu'ils ne voient pas habituellement dans les hôpitaux de tous les jours, ajoute-t-il. Et ça ne s'arrête pas là. En cas de crise à grande échelle, les entreprises devraient continuer à fonctionner car la vie doit continuer, insiste Bodman. Qu'il s'agisse de maintenir les chaînes d'approvisionnement ou de garder les magasins ouverts, les entreprises seront essentielles pour que l'Allemagne reste fonctionnelle. Il réfléchit à la situation en Ukraine. Les gens continuent de travailler et fréquenter les cafés. La vie doit suivre son cours normal autant que possible, conclut-il. Cette normalité offrira aux gens l'opportunité de s'évader momentanément de la guerre, selon Bodman. Cependant, c'est exactement l'opposé de ce que l'ennemi veut accomplir. L'ennemi veut nous empêcher d'avoir cette apparence de vie normale, explique-t-il. Mener une vie normale devient alors une forme de résistance puissante en soi. Qu'en pensez-vous ? L'Allemagne aura-t-elle besoin de résistance dans un avenir proche ? Que pensez-vous des prédictions et opinions du lieutenant-général Bodman ? Êtes-vous d'accord avec tous ? Nous avons hâte de vous entendre dans la section des commentaires ci-dessous.